Il y a Cette des conférence va passages, maintenant être enregistrée. ok, parce qu'il y a des passages qui vont être un peu techniques. Et comme j'ai pas une idée très précise de votre formation initiale, bah, ça peut potentiellement être trop technique par moment. Donc n'hésitez pas à me dire et à crier au secours si jamais il y a des trucs trop compliqués. Et du coup, j'en viens à une question que je vais vous poser. Vous avez quoi comme formation initiale? Est-ce qu'il y a notamment, surtout, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des maths ou de la physique ou même de l'informatique ici? Du coup, je vois pas le chat. Du coup, si vous répondez dans le chat. Non, pour l'instant, il y a Thibaut qui dit qu'elle est matheux, Delphine qui dit qu'elle fait chimie Paris-Tech, Mhm. peut-être l'autre personne, physique. Ok. Donc, t'as quelques matheux, physiciens, scientifiques dans l'assemblée. Ok, d'accord. Au moins trois. Ok. Ok, ok. Bah, du coup, je vais essayer de rendre ma présentation le plus accessible possible, hein. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questions. Alors, du coup, euh, première chose, je vais vous parler d'un phénomène particulier qui s'appelle l'assimilation perceptuelle. Donc, ce phénomène-là, c'est le phénomène qui explique, dans une certaine mesure, pourquoi on a un accent quand on parle une langue étrangère, ou pourquoi on prononce par exemple des mots d'emprunt avec un remplacement. Quand je parle de mots d'emprunt, je parle par exemple du mot footing en français. C'est un mot qui a été emprunté à l'anglais. Et on ne le prononce pas avec un accent anglais dans le français. On effectue des remplacements, on remplace certains sons de ce mot qui appartiennent au répertoire des sons de l'anglais par des sons qui appartiennent au français. Donc c'est ça l'emprunt. Et donc l'assimilation perceptuelle, c'est le phénomène où on remplace certains sons qui n'appartiennent pas à notre langue maternelle, à notre première langue, par des sons qui appartiennent à notre langue. Et donc du coup, la petite trame qu'on va utiliser sur cette présentation, c'est pourquoi est-ce qu'on parle anglais avec un mauvais accent, ou avec un accent à minima. Mauvais, c'est peut-être un peu fort. Ok. Du coup, première chose, j'ai fait des slides qui sont extrêmement chargés. C'est parce que j'ai derrière la tête l'idée que ça peut éventuellement, si vous voulez, vous servir de trace écrite. Donc là, c'est exactement ce que je vous disais juste à l'instant. C'est que avoir un accent, c'est un des indices les plus évidents quand un locuteur n'est pas natif, quand une personne ne parle pas sa langue maternelle. Et donc, vous avez eu, il me semble, un cours déjà sur l'acquisition du langage. Là, le domaine de l'acquisition du langage, c'est un domaine qui s'intéresse principalement à l'acquisition d'un premier langage. Donc, comment les bébés apprennent à parler leur langue maternelle. Là, le domaine qui nous concerne plus particulièrement, c'est le domaine de l'acquisition d'un second langage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on maîtrise un langage, comment est-ce qu'on apprend une autre langue? Ou alors comment est-ce qu'on peut apprendre éventuellement plusieurs langues simultanément? Mais donc ça, c'est un peu un autre axe. Donc il y a beaucoup de théories qui ont été formulées dans ce domaine de l'acquisition du langage, et de l'acquisition d'un second langage, pour rendre compte de la prononciation d'un second langage et notamment des difficultés qu'on a en tant que locuteur natif d'une langue à prononcer correctement une autre langue. Donc une des théories les plus prégnantes, c'est la théorie de la période critique apprentissage. Donc c'est l'idée que l'âge auquel on apprend une seconde langue, c'est un facteur crucial pour en maîtriser la prononciation native. Donc ça, c'est des théories qui sont un peu vieilles. Plus récemment, on s'intéresse plus particulièrement aux interférences possibles du système phonologique de la langue maternelle, notre première langue, et du système phonologique d'une deuxième langue, la langue qu'on veut apprendre.
Alors, quand je dis système phonologique, peut-être que c'est pas très clair de quoi je parle. Le système phonologique, c'est le répertoire des sons d'une langue. C'est l'inventaire des sons qui existent dans une langue. Et même, je dirais plus particulièrement, c'est l'inventaire des sons contrastifs dans une langue. Des sons qui font des contrastes, qui permettent de distinguer deux mots, par exemple. Ok ? Et donc, d'une langue à une autre, il n'y a pas le même inventaire. Il peut y avoir des sons qui existent dans plusieurs langues, mais des langues différentes n'ont pas le même inventaire de sons. Donc, du coup, il y a eu un glissement dans la littérature entre une littérature et des théories qui s'intéressent plus particulièrement à la production de la seconde langue, et maintenant une littérature qui s'intéresse plus au lien entre perception des sons et production. On pourrait expliquer du coup les confusions phonologiques à l'origine des accents et à l'origine des formes empruntées. Donc là, ce qu'on va se poser comme question en premier temps, c'est qu'est-ce que c'est ces confusions en fait ? Et comment est-ce qu'on a essayé de les modéliser dans la littérature et notamment de prédire les motifs d'adaptation. Donc déjà, on va répondre à la première question qu'on a posée, c'est à quoi sont liées les erreurs de prononciation dans une langue non native ? Il peut y avoir plusieurs types d'erreurs de prononciation, mais en général, c'est des erreurs qui sont liées à des transferts. Donc ça, c'est une citation d'un papier assez classique que je vous ai mis là. Mais du coup, ce que ça dit ici, c'est que quand on essaye de produire des sons qui n'appartiennent pas à notre langue maternelle, on a plus de chances d'y arriver si on est capable de faire la différence entre ce son-là, donc le son qu'on vise dans la deuxième langue, et les sons qui sont proches ou semblables dans notre langue maternelle. Donc, en fait, l'idée derrière ça, c'est que quand on apprend à parler une seconde langue, on en maîtrise déjà une. Donc, on se base sur le système phonologique de notre propre langue maternelle pour comprendre et interpréter les sons qui n'appartiennent pas au répertoire de notre langue maternelle. Et ça veut dire que, du coup, il y a une confusion. On a des représentations pour tous les sons de notre propre langue, et on a même des représentations pour leurs interactions. C'est un peu ce qui est schématisé juste en dessous, du coup. On a des représentations pour tous ces sons-là et pour leurs interactions. Et on va projeter ce qu'on perçoit d'une seconde langue sur ces représentations-là. Sauf que du coup, comme la seconde langue qu'on vise a elle-même un répertoire différent et différentes interactions entre elles, du coup, il y a un problème. Et donc, une des clés dans la littérature pour bien prononcer les sons d'une langue étrangère, donc par exemple un locuteur idéal d'une seconde langue étrangère, ce serait un locuteur qui aurait des représentations propres au répertoire des sons de la deuxième langue. Donc il faudrait que ces sons soient vraiment conceptuellement séparés du répertoire de sons de la langue maternelle de l'apprenant. Sauf que ça, c'est assez compliqué. Donc pour rendre plus concret ce que j'étais en train de dire là, c'est simple, on va prendre un exemple. On va prendre l'exemple de l'apprentissage de l'anglais par des locuteurs natifs du japonais. Donc, les erreurs les plus typiques quand vous entendez des locuteurs japonais parler anglais, c'est la confusion entre certaines voyelles de l'anglais, donc notamment les A et la voyelle strut, qui est l'espèce de chevron inversé qui est ici. C'est le son E de bus, le strut. Et certaines consonnes du japonais, B et V.
Désolée, je ne sais pas le prononcer. Je parle pas japonais, du coup, je sais pas les prononcer comme il faut. Hein, mais vous voyez l'idée. Ça peut être expliqué dans une certaine mesure parce que l'inventaire des voyelles du japonais est plus restreint que celui de l'anglais. Et si on ajoute à ça d'autres types d'erreurs, comme par exemple l'addition de voyelles, notamment pour casser des clusters de consonnes, on peut expliquer ça, en plus du fait que l'inventaire des voyelles du japonais est plus restreint que celui de l'anglais, par le fait qu'en japonais, il n'y a pas de cluster de consonnes, en autre position que la position d'onset. Onset, c'est le début de la syllabe. Et elles ne peuvent pas apparaître à la fin de la syllabe, donc c'est dans la coda. Sauf que ça, c'est légal en anglais. Du coup, le locuteur japonais, quand il parle anglais, se retrouve à devoir prononcer, devoir produire des séquences de sons qui n'existent pas dans sa langue. Donc ça pose problème. Et du coup, sauf il y a une exception pour une voyelle qui peut apparaître en position de coda, mais enfin, ça c'est pas très important, c'est vraiment des détails. En gros, là, l'idée principale, c'est que les erreurs de production du locuteur japonais dans l'anglais, elles sont liées en partie au moins, à la structure du système de son de la langue du japonais, qui est d'une certaine façon projetée sur l'anglais. Donc là, on va rapidement voir quelques théories classiques qui vont sous-tendre l'approche qu'on va adopter après pour répondre à notre question. Donc c'est évidemment pas toutes les théories qui ont été formulées sur le sujet de l'acquisition d'un second langage, je les ai sélectionnées. Il y a maintes théories sur le sujet, mais du coup là, j'ai fait une sélection. Donc les questions principales qui sous-tendent cette littérature, c'est la question de l'acquisition du langage, parce que c'est un domaine qui est proche du domaine de l'acquisition du langage. Et quelles sont les différences entre l'apprentissage d'une première langue et l'apprentissage d'une seconde langue? Qu'est-ce qui rend l'apprentissage d'une seconde langue particulièrement difficile dans certains cas, et notamment à l'âge adulte, ou pas? Parce qu'on voit que des petits-enfants qui baignent dans un milieu bilingue n'ont aucun problème à apprendre plusieurs langues et à maîtriser parfaitement leur prononciation, ainsi que la sémantique et la syntaxe de ces langues. Donc pourquoi ces différences-là? Une première théorie, ça va être l'hypothèse de la période critique, qui est une théorie qui est critiquée, sans jeu de mots, et qui est assez datée. Et ensuite, on va regarder un modèle qui prend le contre-pied de cette théorie-là. Et enfin, un modèle qui est beaucoup plus récent. Donc là, le modèle qui prend le contre-pied de l'hypothèse de la période critique, c'est le speech learning model. Et le modèle qui vient complémenter ce modèle-là, qui est beaucoup plus récent, c'est le modèle de l'assimilation perceptuelle. Et c'est dans ce cadre théorique-là qu'on va se baser par la suite. Lisa, tu as une question? Oui. Alors, est-ce que ce genre de confusion entre sons peut se voir en imagerie, genre zone cérébrale activée lorsqu'on entend un son qui n'existe pas dans notre langue, sont des zones activées pour des sons proches dans notre langue? Alors, ça, déjà, je vais répondre franchement à la question, j'en ai pas la moindre idée. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant de regarder ça, et ça vaudrait le coup de regarder dans la littérature s'il y a des études qui ont été faites dans ce sens-là. Alors, très honnêtement, je sais pas du tout si ça a été fait. Et intuitivement, je pense pas avoir vu d'arguments pour une quelconque théorie qui soit dans ce sens-là. Mais après, ça vaudrait le coup de regarder. Mais en gros, ma réponse en cours, c'est j'en ai pas la moindre idée. Ok. Il y a d'autres questions? Non, c'est bon, et te remercie. Ok. Bah, de rien, littéralement.
Ok, du coup, on va parler de la première théorie, donc la théorie de la période critique, l'hypothèse de la période critique, qui date de 67, donc quand je disais qu'elle était un peu datée. Et donc c'est juste une hypothèse très très simple, qui est que l'âge lors de l'apprentissage d'une seconde langue, c'est déterminant pour la qualité de la maîtrise de la prononciation de cette langue. Et donc l'idée qui sous-tend cette théorie, c'est que quand les enfants sont très jeunes, donc là c'est ce qu'on voit un peu quand les enfants sont jeunes, c'est ce qu'on voit sur ce graphe-là. Ouais, c'est une visualisation de cet argument-là. Quand les enfants sont jeunes, donc entre 2 et le début de la puberté, entre 2 ans et le début de la puberté, ils ont une plus grande plasticité cérébrale qui leur permettrait de pouvoir apprendre plusieurs langues de façon satisfaisante et que après, à partir du début de l'âge adulte, on perdait cette capacité. Et donc ça, c'est vraiment très strictement basé sur l'observation que les enfants sont meilleurs pour apprendre plusieurs langues que les adultes. Donc ça, c'est vraiment une formulation de cette hypothèse-là qui est basée sur cette intuition-là. Excuse-moi, j'ai une petite Et question. ouais, Sur la vas-y. slide, ça représente quoi? J'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que tu sais la courbe que tu as là qui commence à 2 ans, Ouais. il n'y a rien avant. Bah, ça fait partie des trucs bizarres, hein. Parce qu'il y a Ça, au moins du c'est- habillage, il y a des petites choses, enfin, ils disent des mots. Donc je me demande pourquoi. Alors, dans l'argumentaire de cette théorie-là, euh, on commence à regarder les performances d'un enfant dans l'apprentissage d'une langue à partir du moment où il parle. Et donc ça, oui, c'est entre 1 an et 2 ans. Entre 1 an et 2 ans, l'enfant commence à prononcer des mots, commence à prononcer des phrases avec une structure syntaxique. En gros, avant, on considère que c'est en pré-apprentissage. Ce qui est vachement discutable en soi, hein. D'accord, Parce que d'accord. là, notamment, on s'intéresse à l'acquisition de la phonologie. Et maintenant, bon, bah, maintenant après, voilà, à l'époque, il n'y avait pas ces euh, preuves empiriques, mais maintenant, on peut observer que les enfants commencent à se spécialiser dans la reconnaissance des sons de leur langue maternelle dès l'âge de 9 mois, par exemple. D'accord. Ok. Du coup, ça prend absolument pas en compte tout ce qui est effectivement, enfin, l'écoute avant, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, merci. Mais oui, voilà, c'est une théorie qui est très critiquable et très critiquée, hein. Mais c'est juste que c'est un background théorique, quoi. Ok. Du coup, en contre-pied de cette théorie-là, donc en contre-pied de la théorie enfin, de l'idée selon laquelle les capacités des enfants pour apprendre une deuxième langue sont liées à une plus grande plasticité cérébrale, on a eu le développement d'un autre modèle qui est basé sur l'idée que c'est la complexité de plus en plus grande de l'apprentissage d'une seconde langue, c'est pas dû au degré de maturation du cerveau de l'apprenant, mais c'est lié à des causes psychoperceptuelles, surtout des causes perceptuelles et ouais, voilà, des causes perceptuelles. On va rester simple. Donc ça, c'est le speech learning model. Et donc en fait, l'idée c'est donc là on a vraiment le glissement dont je parlais au tout début. L'idée c'est que il n'y a pas de différence particulière entre un adulte qui apprend à parler une seconde langue et un enfant qui apprend à parler une deuxième langue. Mais la différence, c'est au niveau des catégories phonologiques de la première langue. Donc, chez les enfants, quand un enfant apprend à parler deux langues simultanément, en fait, bah, les répertoires phonologiques des deux langues se développent en même temps et se développent de façon distincte.
Alors que pour un adulte qui apprend à parler une seconde langue, bah, cet adulte-là, il parle déjà sa langue maternelle, sa langue native. Et donc, il a déjà des représentations, ce que je disais tout à l'heure, pour les sons de sa propre langue. Et ces représentations-là, elles ont une influence sur l'acquisition des catégories phonologiques de la seconde langue. Parce que quand un son de la seconde langue va être perçu comme proche d'un son de la langue maternelle de l'apprenant, bah, c'est pas évident que l'apprenant développe une représentation spécifique à ce son, vu qu'il va être associé à un son qui existe dans sa langue maternelle. Donc du coup, on va se retrouver dans deux situations. C'est soit on a des sons de la deuxième langue qui n'ont pas d'équivalent dans le répertoire de la langue maternelle de l'apprenant. Du coup, on peut penser qu'une catégorie pour ces sons-là va apparaître avec l'exposition et l'apprentissage de la seconde langue. Par contre, pour les sons étrangers proches du répertoire de la langue maternelle de l'apprenant, ils vont être assimilés au phonème qui appartient à la langue maternelle de l'apprenant et qui est perçu comme étant le plus similaire. Donc ça, c'est la proposition de Equivalence Classification. Et c'est ça qui va sous-tendre donc le modèle le modèle théorique dans lequel on va s'inscrire là, qui est le Perceptual Assimilation Model, donc que je vais présenter là. Et donc ça, c'est le cadre théorique qu'on va adopter pour parler de la question qui nous intéresse. Voilà, je fais beaucoup de chemin, mais c'était quand même pas pour rien. Donc le Perceptual Assimilation Model, qui a été présenté en 1995, donc il n'est pas récent non plus. Et donc c'est un modèle qui décrit les processus d'assimilation par la perception de sons non natifs avec des sons natifs. Donc quand je dis des sons non natifs, c'est les sons qui appartiennent à une seconde langue. Et quand je parle de sons natifs, c'est les sons qui appartiennent à la langue maternelle d'un locuteur. Donc dans ce modèle-là, il y a 3 types possibles d'assimilation et en gros, tous les types d'erreurs de perception dans une seconde langue tombent dans une de ces catégories normalement. J'ai pas en tête de contre-exemple, honnêtement. Si vous en avez un, n'hésitez pas, mais j'y ai réfléchi et j'ai pas trouvé de contre-exemple. J'ai pas trouvé particulièrement de contre-exemple dans la littérature non plus. Du coup, soit on a des phénomènes d'adaptation de phonèmes non natifs par des phonèmes natifs qui sont proches en termes de caractéristiques, soit phonétiques, soit acoustiques. Une critique, c'est qu'il peut y avoir des effets d'orthographe. Donc, par exemple, on voit des mots qui s'écrivent de façon, d'une certaine façon et donc qui induisent une intuition de prononciation qui va faire des erreurs. Mais bon, ça, c'est un peu... alors, je dérive, c'est annexe. Ok. Un deuxième type d'erreur, c'est l'adaptation de phonèmes non natifs qui sont proches de plusieurs phonèmes natifs. Donc dans ces cas-là, il y a 2 possibilités. Soit il y a une assimilation d'un phonème non natif à 2 phonèmes natifs proches. Donc selon les contextes, on va avoir soit l'un, soit l'autre. Donc ça, c'est la two category assimilation. Soit 2 phonèmes non natifs qui sont assimilés à un seul phonème natif. C'est one category assimilation. J'ai des exemples à la slide suivante parce que c'est pas très clair juste dit comme ça. Donc je présente le dernier cas qui est moins problématique et après je vais revenir sur ça. Parce qu'en fait, c'est là qu'on va avoir tous les cas les plus problématiques. Et enfin, des sons qui sont complètement étrangers à tous les sons qui existent dans le répertoire natif. Donc c'est des sons qui sont non assimilables et qui n'ont aucune ressemblance avec un son de notre langue. Donc soit c'est assimilé à des sons qui ne correspondent pas à de la parole, soit c'est pas... c'est des sons qui ne sont pas prononçables. Donc c'est le cas, par exemple, des phonèmes un peu exotiques pour nous, qui sont par exemple les éjectives ou les trucs comme ça,
que je suis proprement incapable de prononcer, donc je ne vous donnerai pas d'exemple. Si vous ne voulez pas me prendre pour argent comptant, vous pouvez toujours aller sur Google Traduction, tester la voix de Google Traduction pour qu'elle vous le prononce. Ok. Du coup, les cas problématiques de ce que je disais tout à l'heure. Je vais reprendre l'exemple des locuteurs japonais qui apprennent à parler anglais. Donc, pour la two category assimilation, c'est le cas du fait que, par exemple, on a des segments qui sont similaires à des sons qui existent dans le répertoire du japonais, donc des sons anglais qui sont similaires à des sons japonais, et qui sont assez distincts pour être différenciés. Donc là, a priori, il y a un mapping qui se fait assez facilement. Et un autre cas qui correspond à un mapping moins évident, c'est le cas assez célèbre du difficulté de distinction entre le R et le L anglais pour les locuteurs japonais. Donc, le R anglais, c'est le R de red ou rip. Et donc ça, c'est des phonèmes qui sont très proches en termes de caractéristiques phonologiques. Donc ils partagent plein de features. Donc les features, c'est ce qui permet de décrire un son en phonologie. Et donc je vais pas forcément aller beaucoup dans les détails, mais en gros, ils ont toutes leurs features qui sont identiques, sauf une. J'ai d'ailleurs oublié laquelle c'était. Oui, non, la seule différence, c'est que le L est une latérale, si ça vous évoque quelque chose. Et donc, bien que ces phonèmes sonnent différents de leur équivalent japonais le plus proche, donc c'est-à-dire du son japonais qui partage le plus de caractéristiques avec ces deux phonèmes, ils sont tous les deux assimilés au même son dans le japonais. Donc ça, c'est la one category assimilation. Quand on a deux phonèmes de la langue 2 qui sont associés à un seul phonème de la langue native. Ça, c'est le cas le plus problématique. Donc, pour répondre à notre question de départ, c'est-à-dire comment prédire et expliquer les phénomènes d'adaptation d'une langue à une autre, on va adopter une approche qui tient de la modélisation. Donc, un modèle, c'est une représentation simplifiée de la réalité. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut prédire des formes empruntées d'une langue à une autre à partir de caractéristiques acoustiques. Parce que si on regarde bien, c'est une des hypothèses du modèle que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est que les phénomènes d'adaptation, ils sont liés et régis par des considérations en termes de proximité acoustique. Du coup, l'idée, c'est que en fait, plus un phonème de la langue 2 est semblable à un phonème de la langue 1, plus il est susceptible d'être adapté au phonème de la langue 1 dans sa forme empruntée. En gros, c'est ça l'idée de départ. Pour faire ça, on va commencer par faire un truc. Désolé, mauvaise slide. On va commencer par réduire le problème parce que c'est une question qui est extrêmement large et que c'est difficile de tout traiter de façon unifiée et que de toute façon, il n'y a pas de modèle unifié en fait. Donc on réduit le problème et on va définir les variables qu'on va essayer d'observer et sur lesquelles on va essayer de tester cette idée selon laquelle le phénomène d'assimilation est lié à une proximité en termes de caractéristiques acoustiques. Donc on va s'intéresser aux voyelles de l'anglais et du français. Et on va se poser la question de voir si les voyelles de l'anglais qui sont perçues comme proches des voyelles du français sont les formes adaptées ou s'il y a d'autres choses qui se passent. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse en particulier aux voyelles ?
priori, c'est plutôt pour des raisons pratiques. Donc déjà, parce qu'il y a beaucoup de littérature sur le sujet, et parce qu'il y a beaucoup de données expérimentales sur des tâches de discrimination vocalique, justement. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est de voir si les gens arrivent à faire la différence entre des voyelles de l'anglais et du français. C'est ça, en fait, le fond du problème. Et il se trouve que sur cette question, il y a beaucoup de données expérimentales avec des voyelles et peu sur des consonnes. C'est probablement lié au fait que les voyelles ont des caractéristiques acoustiques qui sont plus saillantes que les consonnes. Donc c'est plus facile de discriminer des voyelles normalement que des consonnes. Et aussi parce que les processus qui régissent l'assimilation des consonnes sont pas clairement définis et ça mérite d'être étudié à part parce qu'il se passe probablement d'autres choses. Et donc, c'est plus compliqué que de regarder juste les voyelles. Ok. Du coup, là, c'est juste pour faire un résumé de ce qu'on a dit jusque-là. Donc, vous avez dans le tableau là des exemples, en fait, de formes empruntées du français à l'anglais. De l'anglais au français, pardon. Désolée. Donc, c'est typiquement l'exemple de bluff et bluff. Donc, bluff, c'est avec la voyelle strut qui est ici. Et en français, on dit bluff. Donc, la voyelle strut n'existe pas en français. C'est l'idée. Et donc, il y a des régularités en fait dans ces adaptations. On ne remplace pas n'importe quelle voyelle de l'anglais par n'importe quelle voyelle du français. Et la question qu'on se pose, c'est du coup, pourquoi ce remplacement-là? Pourquoi ces motifs de remplacement? Donc, pourquoi en fait ces motifs de confusion? Parce que du coup, il y a confusion entre ces voyelles-là. Alors, du coup, ça implique l'idée qu'il y a un rôle important de la perception dans la production des sons non natifs. C'est ce qui sous-tend les modèles que je vous ai présentés. Et du coup, l'idée intuitive, c'est de se dire que c'est une question de proximité acoustique. C'est l'idée que les sons qui sonnent pareil sont confondus. Sauf que c'est pas évident de définir qu'est-ce que c'est que sonner pareil. Alors, dessous, je vous ai mis un petit lexique. À part si quelqu'un a un problème fondamental avec un des termes que j'utilise et qui nécessite redéfinition, n'hésitez pas à me demander. Et sinon, du coup, je vais passer. Donc, on a dit qu'on allait s'intéresser en particulier aux voyelles du français et de l'anglais. Bon, bah là, vous avez justement ce qu'on appelle les diagrammes des voyelles. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer que les voyelles du français, le répertoire de voyelles du français et de l'anglais est déjà différent. Il n'y a pas les mêmes voyelles. Et ensuite, les voyelles qui sont représentées de la même façon, donc par exemple le OU, ici et ici, sont produits différemment. Alors, comment on lit son diagramme? L'axe horizontal, donc cet axe-là, c'est l'aperture de la bouche au moment de la prononciation. Donc l'aperture, c'est l'ouverture. Hein. Du coup, plus le point est positionné vers la gauche, plus la bouche est ouverte. Plus vers la droite, moins elle est ouverte. Et sur l'axe vertical, on a la position, le lieu de l'articulation. Donc le haut, c'est vers l'avant et le bas, c'est vers l'arrière de la bouche. Donc avec ça, on peut avoir une idée de la façon dont on prononce les voyelles en anglais et en français, et on peut donc voir que c'est différent. Et c'est à peu près tout ce qu'on veut dire ici, hein. On ne va pas se poser de questions trop métaphysiques. Et dessous, j'ai mis un tableau de exactement quelle voyelle du français et de l'anglais je vais regarder dans mon petit modèle à la main maison. Donc je ne regarde pas toutes les voyelles de l'anglais, ni toutes les voyelles du français. Je regarde juste des voyelles qui sont fréquentes. Ça aussi, c'est pour des questions pratiques. C'est un petit modèle que je vous ai présenté, que j'ai fait à la main. Donc je n'avais pas des capacités computationnelles extraordinaires à mon service.
Et il y avait des problèmes dans le corpus qui ont fait que c'était plus pratique de regarder juste celle-là. Du coup, justement. J'ai une question, Oui. excuse-moi, pour la slide d'avant. Du coup, juste pour être sûr que je suis un petit peu. Donc là, on a le diagramme des voyelles en français et le diagramme des voyelles en anglais. Est-ce Ouais. qu'on peut dire que ces diagrammes, Ouais. est-ce qu'on peut tirer de ces diagrammes ou est-ce que c'est pas suffisant? Enfin, qu'est-ce qu'on peut, voilà, pour faire que entre deux langages, deux personnes qui parlent uniquement un langage, on va confondre du coup les voyelles, les phonèmes, etc. Parce que ce diagramme n'est pas suffisant pour dédier, pour dédier ce genre de choses d'une langue à l'autre. Je sais pas si je suis clair. Je pense que j'ai compris ta question, mais si je réponds à côté, n'hésite pas à me le dire. En fait, non, c'est pas suffisant. Parce que sur ce diagramme-là, déjà, on n'a que deux axes. Donc, on regarde, en gros, on essaye d'évaluer la différence entre deux voyages sur deux dimensions. Et il y en a beaucoup plus que ça, en fait, à considérer. Là, c'est juste histoire de dire que c'est différent. Après, là, ça nous dit en rien pourquoi est-ce que y a une voyelle du français ou de l'anglais qui va être remplacée par une telle voyelle du répertoire de l'autre langue. Notamment, on regarde par exemple la voyelle du strut dans l'anglais, donc c'est celle que je te montre ici. C'est un truc qui n'existe pas en français. Et le strut, il est adapté en français par ça, qui est à l'opposé sur le diagramme. Ouais. Du coup, c'est pas évident de dire que c'était la plus proche par laquelle on l'a adapté, juste en se basant sur ces deux dimensions-là. Ça a répondu à ta question ou pas? Non, mes questions, mais du coup, ça en fait apparaître une deuxième. Tu dis qu'il y a beaucoup de dimensions différentes. Enfin, combien, j'ai envie de te demander? Genre 3, 4, enfin, ça dépend, j'imagine, du coup, de comment on prononce les sons et comment on les compute. Mais du coup, tu as une idée un peu du nombre de dimensions? Honnêtement, non, mais il y en a beaucoup. D'accord. Mais ouais, non, honnêtement, non, je saurais pas te dire exactement sur combien de dimensions il faudrait regarder ça, mais beaucoup. D'accord. Merci. Ok. Du coup, on va faire un petit modèle simple pour essayer de répondre à notre question, qui, donc, je rappelle, est est-ce qu'on peut expliquer les phénomènes d'assimilation de l'anglais vers le français par une proximité acoustique entre forme native et forme empruntée? Bah, du coup, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est comparer les caractéristiques acoustiques de phonèmes anglais et français. Et on va voir si les paires voyelles françaises et voyelles anglaises les plus proches sont effectivement celles que le locuteur français et anglais confondent le plus. En gros, c'est ça les paires de remplacement. Bah, pour faire ça, déjà, dans un premier temps, il faut se poser plusieurs types de questions. Bah, déjà, il faut trouver une façon de représenter qu'est-ce que c'est les traits acoustiques des phonèmes, comment on les caractérise. Ça, c'est déjà une première étape qui est super importante. Une deuxième étape, c'est de définir, on parle de proximité acoustique, mais en fait, c'est quoi la distance? Comment on définit une distance entre deux phonèmes? Ou entre les traits acoustiques de deux phonèmes? Et enfin, après, une fois qu'on a fait tout ça, on peut comparer les performances du modèle avec des données expérimentales. Donc, regarder si les paires qui sont les plus proches sont celles qui sont les plus confondues par les locuteurs. Et après, s'il le faut, intégrer les observations qu'on a pu faire en comparant les performances du modèle et les données expérimentales et intégrer ces observations dans le modèle. Alors du coup, ce que j'ai fait là, dans mon petit modèle joué, c'est j'ai construit un modèle acoustique tout simple et j'ai comparé ces prédictions avec les résultats expérimentaux sur la tâche de discrimination qui est présentée dans l'étude qui est ci-dessous par Millet, Juroff et Dunbar. Eux, ils ont fait des trucs beaucoup plus sophistiqués. Et notamment, ils ont fait des modèles d'apprentissage non supervisé sur lesquels je ne m'attarderai pas du tout. Mais ils ont un corpus de données expérimentales où ils ont fait une tâche de discrimination sur des locuteurs du français et de l'anglais. Et ils ont observé les performances des participants sur la discrimination de voyelles françaises et anglaises. Donc ça, c'est exactement ce qui nous arrange.
Et si ça vous intéresse d'ailleurs, j'ai mis en bas le lien GitHub où il y a ces données. Alors du coup, une première question, c'était comment on caractérise les traits acoustiques d'un signal audio de parole? Parce que c'est quand même particulier la parole. Ce qu'on fait en phonologie en général, c'est regarder des spectrogrammes. Donc je vous ai mis un exemple juste à côté. Donc ça se lit comment? En abscisse, on a le temps. En ordonnée, on a la fréquence. Et la couleur, c'est l'amplitude. Donc les voyelles, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la science des voyelles, c'est là où les amplitudes sont les plus élevées. Donc plus la couleur est foncée, plus l'amplitude est élevée. Pardon, j'ai oublié de le préciser. Et on peut voir que ici, a priori, même si on voit des différences entre les exemples en français et les exemples en anglais, c'est pas non plus flagrant que c'est radicalement différent. Alors là, c'est parce que c'est un cas qui est pas très problématique, c'est un A. Mais sur les cas qui sont plus problématiques, on ne voit pas non plus des différences qui sont non plus très 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 flagrantes. Si vous voulez, comme c'est pas très important, je vous expliquerai à la fin pourquoi est-ce qu'on regarde ça, on regarde les voyelles enchâssées dans un contexte, c'est-à-dire on regarde bas ou pas et pas juste le A. C'est pour des questions d'assimilation temporelle pour le coup, mais c'est pas très important. Du coup, je vais sauter ce passage-là, à moins que quelqu'un ait une question dessus. Du coup, ici, pour donc récupérer du signal audio de parole, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré le corpus d'entraînement libre du Zero Resource Speech Challenge. Donc, c'est constitué de livres audio qui ont été annotés phonétiquement. Donc, si vous vous rappelez bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir pour une bande audio, un son, un fichier audio, pour chaque phonème, donc pour chaque son qui correspond, pour chaque son, je veux savoir quand est-ce qu'il commence et quand est-ce qu'il finit, et c'est quoi ce son-là, donc un label phonétique. Ce corpus-là, il a été annoté exactement comme ça. C'est un livre audio, c'est des livres audio d'ailleurs, pardon, tant pour moi. C'est des livres audio, et pour l'intégralité du fichier, on a annoté pour chaque son, donc pour chaque phonème, le début, donc le temps de début, le temps de fin, et c'est quoi sa caractérisation phonétique. Et après, du coup, j'ai fait, comme il y a beaucoup de locuteurs, c'est les speakers, il y a beaucoup de locuteurs différents, et que pour chaque locuteur, il y a plein de variations, donc dans la façon de parler. En fait, c'est ce genre de variation-là. On a fait après de la normalisation, des normalisations. J'en parlerai plus tard, mais c'est pas hyper intéressant. Donc je me suis basée sur ça. Et pour ça, du coup, j'ai voulu prendre, du coup, pour chaque son du répertoire de l'anglais, toutes les occurrences de ce son dans ce corpus. Et j'ai moyenné leur caractérisation acoustique, comme je vais le décrire juste après. Voilà, en gros, c'est ça que j'ai récupéré. Alors du coup, quelle est cette caractérisation acoustique que j'ai faite, que j'ai récupérée? J'ai utilisé une représentation des caractéristiques acoustiques qui est très très classique en traitement de la parole. C'est les MFCC. Alors, comme vous n'êtes pas beaucoup à avoir fait de la physique ou des maths, je ne vais pas m'attarder sur ça. Si vous avez des questions
sur les côtés techniques, je peux répondre aux questions à la fin, mais je vais pas m'attarder sur ça, parce que c'est technique. En gros, c'est une représentation des caractéristiques acoustiques du signal sous forme d'un vecteur pour chaque segment du signal qui est associé à un son. Du coup, désolée, j'ai changé de slide sans faire exprès. Du coup, je vais expliquer la procédure pour extraire ces coefficients, parce que je trouve que c'est quand même plutôt intéressant. Et si vous avez des questions sur la nature de qu'est-ce que c'est et du pourquoi de qu'est-ce que j'ai fait, n'hésitez pas, parce que c'est là que ça devient technique. Ok. Du coup, première chose qu'on fait, c'est que on va commencer par segmenter notre signal. Donc si vous vous rappelez, mon corpus, c'est des livres audio. Donc j'ai des heures et des heures et des heures d'enregistrement audio. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais commencer par segmenter le signal et donc le découper en trames de courte durée. Donc de façon très standard, j'ai pris des trames. Donc les trames, en fait, c'est des morceaux de signal, c'est des segments de 25 millisecondes. Et d'une trame à une autre, j'ai un saut de 10 millisecondes. Donc du coup, si vous voyez bien, et c'est ce qui est représenté dans le schéma qui est juste là, il y a des recoupements entre les trames consécutives. Alors pourquoi on fait ça? On fait ça parce que les caractéristiques d'un signal audio, et a fortiori de la parole en fait, varient beaucoup au fil du temps. Et on veut pouvoir avoir une idée de ces variations. On suppose que sur une très courte période, ces variations ne sont pas énormes. Et pourquoi est-ce qu'on a du recoupement? Parce qu'on a envie pour l'instant que chaque trame soit corrélée entre elles. Et aussi pour compenser la perte d'informations qui a lieu à l'étape suivante. Donc là, pour le moment, on se retrouve avec, pour mon signal d'origine, qui est donc mon livre audio, un découpage en trames de 25 millisecondes avec saut de 10 millisecondes pour tout le signal, pour tout l'enregistrement. Et comme on a une annotation phonétique avec le début, le temps de début et le temps de fin, et le label phonétique pour chaque phonème, j'ai pour chaque trame le phonème qui est associé, le phonème qui est en cours lors de cette trame en fait. Donc pour l'instant j'ai ça. Ça c'était la première étape. La deuxième étape, c'est d'appliquer une fenêtre de pondération pour chaque trame. Donc cette étape, c'est nécessaire parce que après on va faire une opération qui est une transformée de Fourier. Et la transformée de Fourier, une des hypothèses, c'est que le signal est acquis sur une durée infinie, ce qui ici n'est pas le cas. Du coup, si on n'applique pas de fenêtre de pondération, qui en fait fait qu'au début de ma frame, le signal est à 0 et à la fin, il est aussi à 0, sans ça, on a des distorsions. Donc en fait, juste la fenêtre de pondération, c'est pour s'assurer que l'amplitude du signal au début et à la fin de chaque frame, elle est à 0 ou au moins à minima proche de 0. Pour avoir quelque chose de fini à chaque frame. Là, j'ai utilisé cette fenêtre de pondération-là. C'est la fenêtre de Hamming. Donc, c'est la plus classique. Il y en a d'autres qui peuvent être plus ou moins pertinentes selon les caractéristiques du signal audio qu'on a à la base. Mais ici, j'ai choisi de faire le truc le plus standard possible parce qu'il n'y avait pas de raison particulière de faire autre chose que ça, en fait. Ok. Donc là, pour l'instant, on se souvient qu'on fait ça pour extraire les caractéristiques acoustiques
de mon signal audio et qu'on a choisi comme mesure, comme représentation de ces caractéristiques, les MFCC, qui nécessitent de faire tout ça. Bon, ensuite, une fois qu'on a ça, donc une fois qu'on a bien segmenté notre signal et qu'on l'a rendu plus propre à la consommation, on fait des transformés de Fourier pour chaque frame. Donc pour ça, on utilise un algorithme qui s'appelle la transformée de Fourier rapide. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur le pourquoi du comment de qu'est-ce qu'on fait à cette étape-là. L'idée, c'est que l'idée derrière, l'intuition, c'est que une transformée de Fourier, ça permet de changer le domaine du signal. Donc, on peut passer d'un signal dans un domaine temporel à une représentation dans le domaine fréquentiel. C'est le dessin que j'ai mis dessous. Et c'est parce qu'on fait des transformées de Fourier que on a eu les étapes précédentes, en fait. Donc, c'est ce que je viens de dire. On a appliqué des fenêtres de pondération parce que on ne peut pas supposer que le signal il est infini. Donc, pour ça, on a dû le tronquer avant ce traitement-là pour qu'il n'y ait pas de discontinuité brutale à la fin de chaque frame. Et enfin, on a fait des trames, on a segmenté le signal parce que on a besoin ici de faire l'hypothèse que le signal est périodique. Et comme c'est de la parole, on ne peut pas faire cette hypothèse. On ne peut pas dire que c'est un signal qui est périodique sur la longue durée. Mais c'est pas une hypothèse trop forte si on regarde ça sur une courte période, sur une courte durée. Donc ça justifie les deux étapes qu'on a eues avant. Et là, ce que je vous décris, en fait, c'est la procédure extrêmement classique pour faire du traitement de la parole. Donc vraiment, même si on n'utilise pas la représentation des MFCC, il y a quand même ces étapes-là qui sont derrière la plupart des analyses de la parole. Alors, une justification de l'utilisation des MFCC, c'est que comme on traite de la parole, on a envie de faire en sorte que on ait une échelle psychoacoustique de hauteur des sons. C'est-à-dire qu'on veut on veut rendre compte du fait que la perception auditive des gens, elle n'est pas linéaire. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Par exemple, on va arriver on va pas percevoir la différence entre deux sons à une hauteur de 300 à 400 Hz de la même façon qu'on perçoit la différence entre deux sons à une hauteur de 500 et 600 Hz, par exemple. Et notamment, on perçoit mieux les différences dans le domaine des basses fréquences que dans le domaine des hautes fréquences. Donc, le truc qui est intéressant avec la représentation qu'on a choisie au début, c'est qu'elle est basée sur l'échelle de Mel. Donc, l'échelle de Mel, c'est une transformation de l'échelle des fréquences. Et elle a été conçue de telle façon que pour une différence égale en Mel, les auditeurs perçoivent une variation constante de la hauteur. C'est-à-dire que, par exemple, quand on regarde des sons à 100 Mel et 200 Mel, la différence entre ces sons-là sera perçue de la même façon qu'entre des sons à 400 Mel et 600 Mel. Et 500 Mel, pardon. Alors cette échelle, elle est assez critiquée, même si maintenant elle a été beaucoup raffinée, c'est là aussi quelque chose qui est assez vieux. Et c'est des critiques qui sont
qui sont encore présentes aujourd'hui, mais qui sont beaucoup moins pertinentes, c'est que c'était une échelle expérimentale, donc elle est basée sur des données expérimentales, et à la base, c'était basé sur un nombre relativement faible de données, donc c'était pas très robuste. Et ensuite, il y avait eu aussi des critiques du point de vue de la théorie musicale, qui sont partiellement réconciliées aujourd'hui. Alors là aussi, je suis pas du tout spécialiste en théorie musicale. Du coup, si vous me posez une question dessus, je vais un peu galérer à expliquer, mais je peux essayer. Euh, Donc ça revient à ce que je disais à l'instant, en fait. Donc l'audition humaine normale, pour les gens qui n'ont pas de problème, on peut entendre des sons entre 20 Hz et 20 000 Hz. Et la perception des sons n'est pas linéaire, donc on distingue mieux les sons dans le domaine des basses fréquences que dans le domaine des hautes fréquences. Ouais, c'est l'exemple que je vous ai dit tout à l'heure. Et autre chose que je vais rajouter, qui aura son importance par la suite, c'est que la voix, les sons qu'on peut produire, ça va de 85 Hz à 255 Hz. Et il y a des différences entre hommes et femmes. Ça, c'est assez intuitif. Les hommes ont tendance à avoir une voix plus grave que les femmes. Donc pour les hommes, c'est en général entre 85 Hz et 180. Et pour les femmes, c'est beaucoup plus aigu, c'est 200, enfin beaucoup plus, c'est plus aigu, c'est 265 à 255. Et donc notamment ça peut poser problème si on regarde les caractéristiques acoustiques de son produit, parce que c'est justement, ça fait partie des caractéristiques qu'on regarde. Et dans notre corpus, on a plusieurs locuteurs, des hommes et des femmes. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte après, parce que ça introduit des biais en fait. Ok, du coup, maintenant qu'on sait pourquoi on a envie d'utiliser cette représentation des caractéristiques acoustiques de notre signal, et qu'on a commencé déjà le traitement de ce signal, on va récupérer les spectres de puissance à la sortie des transformés de Fourier, et on va les passer par un banc de filtres qui sont espacés selon l'échelle que je viens de vous présenter, pour chaque trame. Donc à chaque fois qu'on fait une opération, en fait, on la fait sur toutes les trames. Hein. Donc là, ici, j'ai aussi utilisé la façon la plus classique de faire. Donc j'ai récupéré 40 filtres qui correspondent à 40 vecteurs. Et ces vecteurs-là, bah, ils sont composés principalement de zéros. Et il y a juste quelques valeurs qui sont non nulles qui correspondent à une bande du spectre. Donc là, vous avez, j'expliquerai juste plus en détail à la slide suivante, mais là, vous avez du coup la visualisation des filtres. Donc on voit que ils sont plus resserrés sur le côté au niveau des fréquences basses, qui sont beaucoup plus espacées au niveau des fréquences hautes. Donc ça représente ce que je vous disais tout à l'heure, au fait qu'on est plus sensible aux variations dans les basses fréquences qu'aux variations dans les hautes fréquences. Et à côté, si vous avez envie de vous amuser, c'est la formulation mathématique. Oula, je sautais des étapes. Okay. Après, du coup, une fois qu'on a récupéré, qu'on a passé nos spectres par ces bandes de filtres, on prend le log de ces MEL spectres et on fait une deuxième transformée sur ces MEL spectres, sur les log MEL spectres. Pourquoi on fait ça? Principalement pour rendre du coup les vecteurs qui caractérisent nos sons plus facilement utilisables.
Donc, du coup, si on repart sur les vecteurs qu'on obtient après la transformée, on a des vecteurs qui sont très gros, très grands, de grande taille. Et on préfère avoir des vecteurs qui sont plus petits, donc on a envie de compresser l'information. Donc ça, c'est ce que permet cette transformée. Ça permet aussi, du coup, en même temps, de décorréler les coefficients, parce que si vous vous rappelez, comme nos trames se recoupent, on a des fortes corrélations entre elles. Donc ça décorrèle les coefficients, et ça décorrèle les trames. Et une autre raison qui est beaucoup plus arcanique, c'est que quand on fait une transformée de Fourier, on obtient des coefficients complexes et on préfère avoir des coefficients réels, c'est plus pratique. Donc ça, je ne vais pas du tout vous expliquer qu'est-ce que c'est exactement, mais c'est quelque chose qui est très classique et qui est très standard et qui est bien utile par la suite. Tu as une petite question sur la slide Ouais, précédente, je crois. ouais. Est-ce que la sensibilité accrue aux basses fréquences est liée au fait que les sons que l'on peut produire sont eux-mêmes de basse fréquence, Oui, relativement à l'échelle audible? ouais. Bah ouais, on est plus sensible aux fréquences qui correspondent aux sons que nous on peut produire. Parce que en fait, c'est fait pour qu'on puisse bien reconnaître la parole et qu'on puisse bien la distinguer. Mais oui, c'est pour ça, oui. Oui. C'est une des explications pourquoi notre oreille est plus sensible aux variations dans le domaine des basses fréquences. Ok. Et donc là, si vous vous souvenez, enfin, si vous avez une représentation de ce qu'on a fait, ce qui n'est pas évident parce que c'était compliqué et c'est assez technique et c'est peut-être un peu jargonneux. Mais si vous avez une représentation de ce qu'on a fait depuis le début, on a pour chaque frame de 25 millisecondes du signal son label. Donc on sait à quel son ça correspond, son label phonétique. Et du coup, on a plusieurs frames qui correspondent au même son. Parce que le son, il peut s'étendre au-delà de 25 millisecondes. Donc on a potentiellement plusieurs frames qui correspondent au même son. Et par simplicité, on veut en garder un seul. Parce que c'est plus facile de faire des comparaisons un à un. Plutôt que si on a 5 frames qui correspondent à un son et une frame qui correspond à un autre son, c'est pas évident de les comparer. Du coup, on prend le vecteur, donc le vecteur qui correspond à la frame du milieu du son, du phonème. Donc, par exemple, si on a un phonème qui s'étend sur 3 trames, du coup, on va prendre le vecteur de caractéristiques acoustiques, le vecteur MFCC, qui correspond à la deuxième frame, celle du milieu. Pourquoi on fait ça? Parce que, pourquoi c'est pas délirant de faire ça, surtout, c'est ça la question. Pourquoi c'est pas délirant de faire ça? Parce que les sons au sein de les sons dans la parole, ils sont enchâssés dans un contexte. Et que ce contexte, il a une influence sur la prononciation des sons. Donc, par exemple, quand vous dites un mot, vous pouvez pas regarder juste son par son. Si vous voulez étudier les caractéristiques de ce segment, vous pouvez regarder son par son parce que la prononciation de chaque son est influencée par les sons qui ont été prononcés avant et ceux qui seront prononcés après. C'est ce qui s'appelle l'assimilation temporelle. Du coup, on peut pas, c'est pas délirant de regarder ce qui se passe au milieu parce que c'est ce qui est également distant de ce qui a été prononcé avant et de ce qui sera prononcé après. Et donc du coup, si ensuite on moyenne sur plusieurs occurrences et plusieurs variations du même son, donc par exemple le son prononcé par différents locuteurs dans différents contextes, du coup on arrive à pouvoir avoir des choses qui sont à peu près comparables.
Et après, du coup, les données, comme je disais tout à l'heure, elles ont été normalisées par locuteur. Pour chaque locuteur, il y a des variations inter et même intra-individuelles. Donc, chaque personne a, par exemple, son propre, des rythmes différents d'élocution, des hauteurs différentes sur leur voix. Et donc, du coup, pour chaque locuteur, on a regardé sur toutes ces productions, pour chaque vecteur qui correspond à ce locuteur, pour toutes ces productions, on a regardé la moyenne de ces vecteurs-là et l'écart type, et on a normalisé avec ça. C'est très, très standard comme façon de faire. C'est probablement pas suffisant parce qu'il y a énormément de sources de variations inter- et intra-individuelles. Et d'ailleurs, on reviendra dessus par la suite. Parce qu'il y a d'autres façons qui sont plus sophistiquées et aussi plus performantes de prendre compte de ces variations-là entre locuteurs. Ok. Ok. Après, du coup, maintenant qu'on a une caractérisation des traits acoustiques des sons du répertoire d'une langue et de l'autre, on va essayer de trouver une façon de voir, d'appréhender les distances, la proximité entre ces caractéristiques acoustiques. Donc, comme on a obtenu des vecteurs, et comme on a du coup extrait pour chaque item de phonème en français et en anglais un vecteur, qu'on a ensuite moyenné sur toutes les occurrences du corpus, pour chaque paire de phonèmes anglais-français, on a calculé la moyenne des distances euclidiennes entre les vecteurs midpoint qui leur correspondent. Alors, c'est quoi la distance euclidienne? C'est ce qui est défini ici. Donc, d de xy, c'est la distance entre x et y. Et ça, c'est toutes les coordonnées. Du coup, ce qu'on a fait, c'est on a utilisé cette métrique parce que c'est une métrique très classique et qu'il n'y a pas de raison d'utiliser une métrique plus exotique dans ces cas-là. Et je pense pas avoir vu dans la littérature, sur aucun modèle acoustique, l'utilisation d'une autre métrique que la métrique euclidienne, que la distance euclidienne. Après, ça pourrait ne pas être inintéressant de regarder d'autres distances. Mais du coup, je vais pas m'attarder dessus, parce que c'est des maths. Et c'est probablement pas le point le plus crucial. Donc maintenant qu'on a une caractérisation des traits acoustiques de nos sons, du français et de l'anglais, et qu'on a une façon de appréhender leur proximité, leur degré de proximité, donc la distance entre ces traits acoustiques d'une langue à une autre, de façon quantitative, on veut pouvoir comparer ça avec des données expérimentales qui ont été mesurées sur des humains. Donc on veut voir très exactement quelles sont les voyelles qui sont confondues entre le français et l'anglais. Pour ça, la tâche de discrimination la plus classique qu'il peut y avoir, et celle qui est utilisée dans l'étude dont je prends les données pour les comparer, c'est une tâche ABX. Alors la tâche ABX, c'est très très simple. On prend un participant et on lui fait écouter 3 stimuli. Donc c'est les stimuli A, B et X. On les codifie comme ça. Et il faut que le participant indique si le troisième stimulus qui est entendu, donc le stimulus X,
est plutôt identique au premier, donc au stimulus A, ou au deuxième stimulus, donc le stimulus B. Donc pour ça, du coup, on regarde le taux d'erreur et le temps de réaction pour évaluer les performances des participants à la tâche. Donc ça nous dit est-ce que les participants arrivent à distinguer le stimuli A et B, ou B. Et le stimulus A du stimulus B. Donc le X, il est identique soit au A, soit au B. Et il faut dire, il faut identifier auquel il est identique, justement. Ok. Du coup, certaines études ont montré que c'était pas forcément la meilleure tâche pour mesurer des discriminations. Mais comme on n'a plus trop le temps, je vais pas particulièrement expliquer ce qui peut se faire dans la littérature pour faire en sorte d'avoir une tâche qui est plus facile et donc qui reflète mieux les performances de discrimination des participants. En fait, le problème avec cette tâche-là, c'est que comme elle est pas évidente non plus, une partie des confusions peuvent être liées à la charge cognitive qui est requise par la tâche. Donc là, ici, ils ont comparé les voyelles françaises et anglaises que je vous avais montré tout à l'heure. Et comme justement il y a ces problèmes-là d'assimilation à chaque fois, donc l'assimilation temporelle, donc l'influence des sons qui sont produits avant et après sur la prononciation du son qui est au milieu, ils ont été enchâssés dans un contexte le plus neutre possible. Donc les contextes pour chaque triplet, c'est la voyelle qui nous intéresse au milieu, et en consonne initiale et en consonne finale, des consonnes qui appartiennent au répertoire des deux langues. Donc en fait, on ne peut pas utiliser de cues liés au contexte pour faire la différence entre les voyelles. Et donc là, vous avez un exemple de stimulus pour cette étude-là. Le stimulus A, c'est VAP, le stimulus B, c'est VUP, et le stimulus X, c'est VAP. Et donc, le participant doit dire si VAP, c'est identique à VAP ou à VUP. Donc là, c'est très facile. Mais il y a des cas où ça l'est pas autant. Et notamment, du coup, quand on fait ce genre d'expérimentation, on obtient ce genre de visualisation. Donc là, je vais vous expliquer comment on lit ça. Donc, sur l'axe horizontal, on a les voyelles anglaises qui ont été testées, donc les voyelles qui étaient en milieu dans les triplets précédents. Et sur l'axe vertical, on a les voyelles françaises. Et pour chaque case, on a le... Pardon. Pour chaque case, on a le taux de confusion. Enfin, en gros, pour, par exemple, je vais te donner un exemple. Pour le... je vais utiliser ma souris, ça va être plus clair pour montrer. Pour le I, ici, pour la différence entre le I anglais ici et le I français ici, on n'a que 0,5 de discrimination. C'est-à-dire qu'en fait, les gens répondent au hasard. Ils n'arrivent pas à à discriminer systématiquement le I anglais du I français. Ça, jusque-là, c'est assez intuitif parce que ça se ressemble beaucoup. Pour le coup, si on prend des trucs qui sont plus différents, donc par exemple, on va prendre le strut, donc c'est celle-là que je vous montre ici en anglais, avec par exemple le I français, c'est très différent. Le strut c'est E et le I français c'est I. On voit que le taux de discrimination est vachement élevé, c'est 0,7, donc les gens arrivent très très bien à faire la différence entre les deux sons.
Après, il y a des trucs qui sont un peu plus surprenants. Par exemple, vous voyez ici pour le strut, donc je vous rappelle, c'est un son qui fait A. Il y a beaucoup de confusion, c'est presque à 0,5, donc au niveau du hasard, avec le A français. A. Ce qui, ça, pour le coup, c'est pas du tout intuitif, parce qu'on aurait tendance à dire que c'est assez différent. Donc ça, c'est les données, ça, c'est ce qu'on a obtenu en faisant les comparaisons de la même façon que je vous ai expliqué tout à l'heure entre les traits acoustiques du français et de l'anglais. Donc là, on a juste regardé les performances des gens à la tâche de discrimination ABX. Désolée, j'avais pas changé de slide au bon moment. Donc là, c'est toujours la même matrice de confusion que vous aviez à la slide précédente. C'est pour comparer. Et ça, c'est la matrice très laide qu'on a obtenue avec notre petit modèle acoustique. Là, ce qu'on voit, en fait, c'est que tous les sons, à l'exception de deux paires, qui sont probablement une autre histoire, il doit y avoir eu une erreur dans la façon dont j'ai fait le calcul, qui sont toutes très distantes. Plus c'est foncé, plus les cases sont foncées ici, plus les sons sont distants. Donc moins ils sont censés être perçus de façon similaire. On voit que tous les sons sont très distants. Pourtant, certains sons qui sont très distants sont beaucoup confondus par les locuteurs. Et notamment, je reprends l'exemple du i anglais et du i français, qui est ici, qui là est vraiment complètement indistinguable pour les locuteurs français et anglais. C'est vraiment la distinction, elle est au niveau du hasard, c'est à 0,5, donc les locuteurs français et anglais n'arrivent pas à faire la différence entre ces deux sons. Pourtant, si on regarde ici, sur cette case-là, les bleus très foncés, donc ça veut dire qu'ils sont très distants. Leurs caractéristiques acoustiques sont très distantes. Et donc ça nous arrange pas trop parce que ça correspond pas au postulat qu'on avait fait au début, que les sons qui étaient similaires en termes de traits et de caractéristiques acoustiques sont ceux qui sont confondus. On observe bien ici que c'est pas le cas. Là, c'est une autre représentation. Donc, sur l'axe horizontal, vous avez les distances entre paires de phonèmes. Et sur l'axe vertical, vous avez le pourcentage de réussite donc le pourcentage de discriminabilité. Donc, plus le pourcentage de réussite est élevé, plus les gens arrivent à facilement distinguer deux sons. Et donc, on voit qu'on a ici, dans cette région du graphe, les paires attendues, donc les paires qui sont très distantes et qui sont faciles à distinguer. Mais on voit aussi qu'on a ici un groupe de paires qui sont difficiles à distinguer. Le pourcentage d'accuracy est bas, et pourtant qui sont très distantes. Et là, on retrouve nos deux outliers. Mais là, on a du coup dans cette région-là beaucoup de paires qui sont assez inattendues. Pourquoi ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Déjà, on peut se dire qu'il y a un problème dans le modèle et que probablement, il n'y a pas que les caractéristiques acoustiques qui sont importantes pour prédire les confusions. Donc, du coup, première chose, les modèles acoustiques ne permettent pas de prédire les adaptations qu'on observe. Et ça se voit parce que du coup, on a des formes d'emprunt qui sont pas motivées. Donc, notamment des remplacements qui se font sur des paires qui sont distantes, très distantes, et des confusions entre des paires de voyelles, français-anglais, qui sont très peu similaires en termes de caractéristiques acoustiques. Alors, en première remarque qu'on peut faire, c'est que on a, si on sépare
du coup nos deux matrices de confusion entre locuteur français et locuteur anglais, un effet de la langue maternelle sur la perception et la production. Donc, si vous regardez par exemple ici, c'est plus facile pour un locuteur natif anglais de distinguer le A français du strut que de distinguer la même chose, de faire la discrimination entre ces deux-là pour un locuteur français. Probablement parce que le strut appartient au répertoire phonologique de l'anglais. Donc ça, c'est une première remarque. C'est déjà un premier effet qui n'est pas capturé par ces types de modèles-là. Et qui, du coup, a une influence sur les motifs d'adaptation. Ensuite, il y a des limites méthodologiques assez évidentes. On a fait une approximation du midpoint. En gros, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a pris le vecteur qui correspondait à la frame du milieu du son. C'est vraiment une approximation assez grossière. Et il y a moyen de faire beaucoup, beaucoup mieux. Mais bon, là, c'était juste un petit modèle qui nous permet de faire quelques premières observations préliminaires. Donc, c'était pas non plus complètement abusé. Ensuite, le type de normalisation qu'on a utilisé, c'est pas forcément le plus adapté. C'est très standard, mais il y aurait probablement moyen de faire mieux. Et ensuite, il y a le type de features, donc le type de caractérisation des traits acoustiques de notre signal. On a choisi des MFCC. Il existe énormément de représentations des traits acoustiques d'un son, et notamment des représentations qui sont plus adaptées encore à la représentation de la parole. C'est notamment le cas quand on utilise des modèles plus sophistiqués. En général, on utilise d'autres représentations. Et une petite question, si je peux me permettre. Ouais. Alors, n'est-ce pas une indication à propos de ta slide précédente? C'est là? Ouais, je crois. Ouais. Thibaut, arrête si c'était pas ça. N'est-ce Vas-y, pas vas-y. une indication qu'on ne se préoccupe pas des bonnes caractéristiques acoustiques ou que la méthode utilisée pour analyser ces caractéristiques acoustiques induit un biais à un problème? Il y a quand même beaucoup d'étapes dans l'analyse de données et chacune peut induire une dénaturation de l'information analysée. Alors, le truc, c'est que chaque étape, elle est justifiée pour justement pas causer trop de dénaturation. En fait, toutes les étapes qu'on a faites précédemment, quand j'ai décrit avec beaucoup, beaucoup de détails, pas forcément très utiles, tout ce qu'on faisait pour obtenir des MFCC, c'est justifié pour justement ne pas causer trop de distorsion sur le signal. Après, la question de est-ce qu'on a utilisé la bonne représentation, il y a des meilleures représentations, oui. Enfin, oui, il y a des meilleures représentations. Et oui, il y a de toute façon du coup des biais dans l'analyse. Après, est-ce que ça veut dire que tout est bon à jeter à la poubelle? Pas forcément. Parce que si on modifie justement certaines façons d'approcher si on modifie un peu notre approche, en fait, on peut avoir de bien meilleurs résultats. Et c'est d'ailleurs sur ça que j'allais enchaîner. Est-ce que ça veut dire qu'on se préoccupe pas des bonnes caractéristiques acoustiques? Là encore, c'est toutes ces représentations des caractéristiques acoustiques du signal, elles ont été faites pour prendre en compte le fait qu'on traite de la parole. Enfin, c'est pas un signal quelconque, c'est de la parole. Et la parole, elle a des caractéristiques bien particulières. Et la façon dont c'est les MFCC, mais aussi tous les autres types de représentations qui sont utilisées pour traiter la parole,
la façon dont c'est fait justement pour prendre en compte ces caractéristiques-là. Je sais pas si c'est très clair exactement ce que je dis, mais en gros, l'idée c'est que les modèles acoustiques ils sont pas bons à jeter. Ils sont pas. Enfin, là, en l'occurrence, c'est un modèle qui est très très simplifié. C'est vraiment un modèle bébé qui permet quand même de voir des trucs, hein, mais qui est quand même très simplifié et il suffit. Je ne vais pas dire qu'il suffit de pas grand chose pour les améliorer, mais les modèles acoustiques ont quand même de très bonnes performances en comparaison avec des données expérimentales quand on tient compte de certains biais liés notamment aux variations entre locuteurs et aux variations intra-locuteurs. Mais du coup, c'est sur ça que j'allais enchaîner en fait. Après, j'aurai pas beaucoup de temps, du coup, je vais passer extrêmement vite sur la fin, mais en gros, ouais, c'est ça l'idée, c'est que les modèles acoustiques restent quand même performants sous condition de prendre en compte certains effets qui ne sont pas purement acoustiques. J'ai un peu répondu à la question ou pas? Oh, il a écrit OK, merci. Tu avais déjà commencé à répondre à ma question avant que j'ai fini de taper. C'est clair en tout cas pour moi. Merci. Ok, Donc, je pense que c'était super. bon. Bah justement, là, j'ai choisi 2 exemples de problèmes qui peuvent être résolus en utilisant des modèles plus sophistiqués. Donc là, ici, on avait choisi une représentation des caractéristiques acoustiques phonèmes qui est MFSTC, mais il y a d'autres représentations qui ont des avantages et des désavantages. Sans forcément changer de représentation, un des gros problèmes quand on fait ce genre d'études, c'est comment on gère les variations d'un locuteur à un autre. Et notamment, là, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris très grossièrement le midpoint, donc le vecteur milieu pour chaque trame, enfin pour le vecteur qui correspond à la trame du milieu pour chaque son. Et ça, c'est super grossier parce que d'un locuteur à un autre, déjà, on a des vitesses de parole qui sont très différentes. Et ensuite, même si on regarde d'un son à un autre, ils n'ont pas du tout les mêmes dynamiques temporelles. Donc, il y a des sons qui sont très brefs. Donc, c'est le cas, par exemple, pour les plosives, tout ce qui est peu, be et tout ça. Ça, c'est très bref. Et il y a des sons qui sont beaucoup plus longs. C'est notamment le cas des voyelles, en fait. Et du coup, pour faire ça, on peut utiliser les déformations temporelles dynamiques, la DWT. Ça permet du coup de prendre en compte ces effets-là. Et enfin, on avait aussi un autre problème. Là, je parle des 2 problèmes principaux. Donc, le problème de on n'arrive pas à rendre compte des dynamiques dans la parole. Et le deuxième problème, c'est on n'arrive pas à rendre compte. Donc là, c'était l'effet de la langue maternelle, mais on n'arrive pas à rendre compte d'effets qui sont pas purement acoustiques dans les performances de discrimination vocalique. Et donc, ce deuxième problème-là, ça peut être réglé en partie par l'utilisation de modèles beaucoup plus sophistiqués, et notamment en faisant de l'apprentissage non supervisé, donc du clustering. Donc ça, je vais vraiment le faire en 10 secondes, parce qu'on est déjà en retard. Mais en gros, la déformation temporelle dynamique, c'est un algorithme et ça permet de comparer des suites qui varient au cours du temps. Donc, en gros, on essaye de trouver un appareillement entre 2 séries temporelles qui fait sens. Et donc ça nous permet du coup de comparer en fait des productions, des occurrences de production d'un son qui sont différentes dans leur déroulement dans le temps, mais qui sont quand même les productions d'un même son. Donc ça, c'est un truc qu'on n'arrive pas à capter dans le modèle actuel là, et en utilisant ça, ça devient possible. Et après, quand on fait de l'apprentissage supérieur, ça permet de découvrir des structures sous-jacentes dans les données.
quand on ne sait pas exactement ce qu'on cherche, en fait, en gros. Et donc ça permet de mettre en lumière des effets qui ne sont pas acoustiques, mais qui influencent quand même les motifs qu'on observe, et notamment les patterns de confusion. Alors du coup, je vais conclure très rapidement sur ça, même si du coup je suis allée très vite sur la fin. Les modèles acoustiques, c'est quand même un bon point de départ pour appréhender ce phénomène d'adaptation perceptuelle, parce que on a cette intuition-là qui est que les sons qui sont perçus comme similaires, c'est facile de les confondre, qui est assez prégnante. Mais et d'ailleurs, ça explique certaines adaptations, mais ça ne suffit pas du tout à rendre compte de tous les types d'adaptations possibles. Et donc ça, c'est ce qu'on a vu dans les cas qu'on a étudiés. On a vu qu'il y avait pas mal de cas où on avait des confusions alors que les distances entre les paires de voyelles sont très grandes. Et ça peut être sauvé par le fait qu'il y a d'autres modèles qui permettent d'intégrer des représentations soit plus sophistiquées des caractéristiques du signal audio et qui tiennent compte des particularités de la parole, de la perception auditive, qui nous permettent donc de rendre compte d'effets autres qu'acoustiques dans ce modèle-là et de les intégrer en fait dans ces modèles-là pour avoir des résultats qui sont plus proches des motifs observés de confusion pour les personnes. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, il n'y en a pas dans le chat, mais j'invite les gens à les poser maintenant si j'ai vu quoi que ce soit. Ouais, n'hésitez pas. Précision, enfin, c'est le moment d'avoir des mathématiques qui s'intéressent ou quelque chose. Je vais couper l'enregistrement pour commencer, éventuellement. Merci beaucoup, Elisa, déjà. Et puis, on pose les questions. Là, on reste là encore quelques minutes si vous avez des questions. Merci beaucoup.